Bienvenue, chers viewers. Si l'un des vidéogrammes d'un créatif sur le Fanta XU3 a croisé votre existence, vous avez été inconsciemment l'un des cobayes d'une expérience visant à créer la vidéo que vous regardez présentement. Installez-vous. Il est désormais enfin temps de découvrir la vérité. Fanta XU. Mais comme l'avait très bien fait remarquer le youtubeur Incréatif, Participation d'un créatif, Fanta XU. Oui, mais la vidéo d'un créatif, elle était mieux. Je dis non, Fanta XU. je vous renvoie directement sur la chaîne d'un créatif. Et voilà, ça c'est pour ton cul de créatif. C'est vraiment une intro de connard. Oh bonjour! Récemment, Internet nous a servi une bonne dose de versus. Bon, en vrai, la fascination pour les duels, c'est bien sûr pas quelque chose de nouveau, mais voilà, ça génère beaucoup d'engagement de la part des gens qui suivent le combat et beaucoup de visibilité pour les combattants. Alors ok, ça marche bien les battles, les clashs, les dramas, les versus, la bagarre quoi. Mais pourquoi? Pourquoi? Je sens que ça va être long cette merde. Quels sont les mécanismes psychologiques qui entrent en jeu? Comment utiliser ça dans une stratégie marketing pour générer un max de fame? Alors pour essayer de comprendre, on va analyser le phénomène récent le plus imposant dans le genre, qui est PewDiePie versus T-Series, et on va découvrir qu'il y a pas mal de similitudes avec ce que font les marques en fait. Et après, bien sûr, je vous expliquerai comment j'ai tenté péniblement de reproduire ce type de stratégie avec Incréatif versus Fanta XU3. Allez, on dit qu'on fait comme ça? Allez, on fait comme ça, c'est parti. Je recule pas trop parce que j'ai pas de pantalon. Écoutez-moi bien la Légion, il va falloir continuer à se battre la Horde, c'est une putain de compétition, d'accord, la tribu. Écoutez-moi bien aujourd'hui le clan, oh putain la tribu là, regardez. En fait ce genre de stratégie est en grande partie basée sur ce qu'on appelle le marketing des tribus. En marketing, vous le savez, la cible elle est très importante, et pour la déterminer, on a toujours eu tendance à regrouper la population sous forme de segments en utilisant des critères qu'on appelle socio-démographiques. Mais déjà depuis les années 90, on a remarqué que des gens très différents pouvaient consommer un même produit s'il y avait une passion commune qui les liait. Et ce constat, il s'est croisé avec une notion qui a apparu plus ou moins à la même période en sociologie, qui est la notion de tribu. Pour moi, la tribu, c'est le partage d'un goût, sexuel, musical, religieux, culturel, peu importe. Ce qui favorise le sentiment d'appartenance, une cohésion à partir de la diversité. Et en gros, c'est là qu'est né le marketing des tribus, qui consiste à utiliser les comportements sociaux pour promouvoir une marque. Une marque avec une approche tribale va se concentrer sur le lien qu'elle peut créer entre les consommateurs, au moins autant que le bien qu'elle a à proposer à chaque consommateur individuellement. Alors c'est tout mignon, dit comme ça. Pour moi, la vraie richesse, c'est d'être avec des gens qu'on kiffe. Mais du coup, en plus d'être fidèle à la marque, les membres de la tribu restent aussi fidèles à ses propres valeurs qui s'alignent avec celles de la marque et aussi fidèles aux autres membres de la tribu. Et ça enferme certains consommateurs dans un engagement extrême envers la marque qui va bien au-delà du rationnel. est prêt à passer la nuit ici. Bah pas le choix. Mais pourquoi exactement? Bah pour l'iPhone. Le 6 ou le 6 Plus? Le 6. Enfin moi le 6. Les autres, je sais pas. Maintenant imaginez qu'à la place d'une marque, un être humain fasse la même chose. Qu'il fédère tout un groupe d'autres êtres humains autour de lui et d'une même passion, bien mieux que ce que ferait une marque. Ça serait complètement fou si ça existait ça. Je rêvais aller lui faire un câlin, enfin. Mais qui a dit que les miracles n'existaient pas? Donc oui, on retrouve beaucoup de points communs avec les influenceurs et les marques utilisant le marketing des tribus. Sauf que comme il s'agit d'un être humain, et vous savez, Internet, ça permet une proximité extrême, etc. Voilà, l'engagement et la fidélité de la tribu explosent. C'est par exemple pour ça que les créateurs peuvent être financés par leur propre communauté. C'est plus le projet du créateur, c'est le projet de la tribu. D'ailleurs, mon Utip est dans la description. L'important, c'est surtout qu'au sein de la tribu va se développer des valeurs communes, une idéologie commune, une culture commune, des rites communs, des codes communs, et souvent un combat commun. Parce que oui, le marketing des tribus, ça peut aussi nous servir à changer les choses au travers d'actions collectives, et là ça devient intéressant. C'est un peu ce qu'explique Seth Godin ou Seth Godin, je sais pas, qui est un grand monsieur du marketing et non probablement un connard, mais qui parle, je trouve, très bien de cette utilisation du marketing des tribus. It's tribes, not money, not factories, that can change our world, that can align large numbers of people, not because you forced them, but because they wanted to connect. Find something worth changing, and then assemble tribe that spread the idea, and it becomes something far bigger than ourselves. It becomes a movement. L'engagement d'une tribu sera toujours plus fort s'il y a un objectif clair et commun qui est fixé. Et donc pour cette tribu, c'est vrai, il faut un leader, mais il faut aussi un ennemi. Parce que voilà, se battre pour quelque chose, ça marche bien, mais se battre contre quelque chose, ça marche encore mieux. Sur n'importe quel marché, quel que soit le secteur, on dit toujours qu'il y a un leader. Et en dessous de ça, on a des suiveurs qui sont d'autres marques qui vont agir sur un marché similaire mais à plus petite échelle, en se positionnant comme une alternative low cost par exemple. Mais au milieu de tout ça, il y a ce qu'on appelle un challenger qui peut peser très lourd mais pas autant que le leader. Et en gros, ça arrive que ce challenger, il choisisse comme stratégie d'aller titiller
le leader, hein. Et même si parfois ça peut être juste du clash un peu gratuit pour attirer l'attention, ça peut être aussi une manière d'opposer les valeurs des deux marques. Le versus c'est très manichéen, on a deux idéologies bien opposées, bien définies, et il faut en choisir qu'une. Voilà une des raisons pour lesquelles le versus marche, c'est plus engageant quand il y a opposition, parce que c'est plus clair. Mais il y a une deuxième raison, c'est que c'est captivant. React YouTube c'est un bon exemple pour situer que le clash ça a toujours bien fonctionné pour se faire remarquer. On qualifie souvent les événements de ce genre de drama, et même si drama ça évoque un truc grave, bah, ça évoque aussi le théâtre et la narration d'histoire. Un événement réel sera toujours plus captivant s'il ressemble à un archétype de narration connu. Et ça nous amène à un autre élément très important à intégrer dans notre stratégie, le storytelling. Alors globalement, c'est l'art de raconter des histoires, hein, ça vous savez. Mais dans un contexte marketing, c'est plutôt le fait d'utiliser les méthodes de narration dans la communication d'une marque dans le but d'accomplir des objectifs commerciaux. Comme dans la fameuse publicité d'Apple, implicitement contre IBM, qui à l'époque était en train de prendre toutes les parts de marché et un peu d'uniformiser l'informatique. Hein. C'est une publicité qui a coûté très cher à Apple et qui était diffusée pendant le Super Bowl et qui a vraiment contribué à changer l'avenir de la marque pour toujours. Dans cette pub, Apple se positionne comme le sauveur des consommateurs, hein, en combattant le conformisme d'IBM, ici illustré par Big Brother en référence au roman 1974 de George Orwell, et ils ont évidemment sorti la pub à l'aube de l'année 1974. Dans la vraie vie, on a deux entreprises concurrentes, mais dans la pub, on a vraiment un héros qui combat un méchant. Et celui qui est vraiment doué pour mettre en scène l'archétype du héros versus méchant, bah c'est PewDiePie. Another YouTube channel is taking over. That's right. Pour ceux qui seraient au courant de rien, PewDiePie était jusqu'à peu la chaîne YouTube avec le plus d'abonnés au monde depuis 2013, et depuis l'été 2018, il se battait pour garder la première place contre T-Series, une chaîne musicale indienne. Et même si le combat semble vraiment avoir pris fin il y a quelques jours, en vrai ce qui est vraiment dingue c'est l'engagement de sa communauté parce que c'est carrément sorti de l'internet. Il y a eu les publicités de toute une ville qui ont été achetées par le youtubeur MrBeast, il y a un autre qui a été joué de la guitare devant T-Series en Inde, il y a Elon Musk qui a carrément apporté son aide aussi, et tout ça c'est juste une infime partie de tout ce qui s'est passé. Ça lui a permis de passer d'environ 60 millions d'abonnés à 90 millions d'abonnés en moins d'un an, et de conserver son titre bien plus longtemps que prévu vu que ça devait normalement s'arrêter en novembre dernier. S'il attaquait T-Series au moment où ils étaient en train de monter, c'est parce qu'il a vu l'opportunité de créer une histoire. François Mitterrand aurait dit à Jacques Séguéla à l'époque est élu président celui qui sait raconter au peuple l'histoire qu'il a envie d'entendre au moment où il a envie de l'entendre. Book review. Pour les viewers du monde entier, il y a une espèce d'enjeu incroyable qui s'est installé. Parce que si c'est une grosse entreprise qui devient la plus grosse chaîne au monde et que c'est plus un youtubeur indépendant, ça fait un peu perdre à YouTube ce qu'est YouTube, quoi. It's big corporations versus individuals. Mais attention, l'approche est pas 100% sérieuse. Il y a un deuxième sens de lecture, c'est que c'est tout simplement une énorme source de mèmes pour sa communauté. I don't care if T-Series passes me, but this is all too fun. C'est à la fois un vrai combat et un bon délire, tu vois. De mon côté, j'ai saisi l'opportunité de tester ce type de stratégie sur moi-même avec le Fanta XU3 comme antagoniste de mon histoire. C'est une marque de grande consommation qui fait une énorme action marketing sur YouTube avec des créateurs. C'est pratiquement logique que j'en parle parce que ça s'oppose pratiquement à toutes les valeurs de ma chaîne. Un combat est possible. En tant que protagoniste, j'avais ma tribu prête à m'aider, j'avais mon méchant. Il restait plus qu'à fixer un objectif clair et à démarrer le combat. Alors avant de vous expliquer comment j'ai appliqué tout ça, je vais quand même vous resituer ce qu'est le Fanta XU3, hein. On s'en fout! Le Fanta XU3 c'est un espèce de The Voice de YouTube, hein. En gros il y a 4 youtubeurs connus qui sont les coachs et ils doivent sélectionner 12 jeunes talents qui participeront ensuite à une émission, et à la fin le grand vainqueur gagne 1 an de contrat pour financer sa chaîne YouTube, tout ça. Alors tout n'est pas horrible et malsain avec le Fanta XU3, hein. Moi j'ai juste un souci avec le système de candidature, parce que pour faire partie des 12 sélectionnés, il faut réaliser une vidéo en respectant la contrainte du coach qu'on a envie d'avoir, et comme ils le disent eux-mêmes, mettre en scène un produit Fanta de façon amusante. Alors dit comme ça a l'air gentil, c'est mignon. Pour moi, la vraie richesse. Mais en vrai, si un jeune créateur veut participer, il est obligé de faire un placement de produit pour Fanta et ce placement de produit n'est pas rémunéré. Alors c'est aussi malin que sale de la part de Fanta et en tant que faux marketeur, j'ai une forme de respect pour ça. Mais en tant que freelance, j'y vois le fameux fais du travail gratuit et en échange on te fait de la pub, alors que là c'est seulement peut-être de la pub, t'en sais rien. Après en vrai, j'ai pas de soucis si le créateur est vraiment conscient de tout ça et qu'il décide quand même de le faire, c'est son propre choix, y a pas de problème. Mais j'ai pas du tout l'impression que les créateurs qui sont souvent très jeunes en sont conscients. Et ça c'est à cause de comment Fanta emballe les choses et comment il les présente. C'est tellement bien présenté que ça passe ni vu ni connu, mais en fait c'est la seule chose qui intéresse Fanta, c'est que sa canette et son logo soient là. J'ai donc trouvé le but de notre combat, sensibiliser les jeunes potentiels participants au Fanta XU3. Mais voilà, s'ils tombent sur une vidéo qui s'appelle pourquoi vous ne devez pas participer au Fanta XU3, c'est trop direct, il y aura de la résistance parce qu'il est trop engagé sur le fait de participer, donc il va juste pas cliquer. Il faut créer une meilleure porte d'entrée, et qu'est-ce qu'ils font les potentiels participants? Mais il va aller regarder ce qui se fait déjà pour jauger le niveau, il va regarder les autres concurrents, là, faire Fanta
XU. C'est pour ça que mon idée, c'était de pénétrer le concours avec un cheval de Troie qui ressemble à une fausse participation, mais qui cache en fait un spot de prévention. Le truc, c'est que j'avais très peu de temps, il fallait vraiment que je sois dans les premiers participants et que je reste premier en nombre de vues jusqu'à la fin du Fanta XU, c'est-à-dire en fait pendant quasiment tout le mois de mars en entier. Le fait de mettre la canette est la seule chose qui apporte Fanta, bah, je vais faire une participation où il y a que ça, une canette de Fanta sur un fond blanc. C'est techniquement, selon Fanta, ce qui est clairement la meilleure vidéo de participation au Fanta XU3. Yes. C'est pas subversif, tu filmes une canette, et tu mets un petit message moralisateur dessus, non. Et là, bam, le ton change d'un coup. Je voulais vraiment créer une rupture pour amener l'information maintenant qu'il est à l'écoute. Je me suis inspiré des spots de prévention routière où l'ambiance change d'un coup au moment du drame, là, genre bam. Et on termine sur l'appel à l'action. Il fallait repartager la vidéo avec la phrase indiquée et le hashtag du concours pour prendre officiellement part au combat. To do your part. En fait, l'idée, c'est de pas créer une vidéo, mais un outil que tout le monde peut s'approprier pour, voilà, sensibiliser. Mais tout en participant à un délire commun, parce que tout le monde peut reposter le truc. Si on regarde un peu l'engagement, bah, par exemple, il y avait déjà 10 000 pouces en l'air pour 40 000 vues, ce qui fait un taux d'engagement de 25%. Sur mes autres vidéos, en général, ça tourne autour de 10 ou 12%. Ce qui fait que le fait que j'attaque Fanta a doublé votre engagement le premier jour lors de la première vidéo. Et il y a eu tellement de tweets avec le hashtag qu'on a nous-mêmes amené le hashtag Fanta XU3 en tendance Twitter. Et ce qui est cool, c'est que ça a assuré dès le premier jour que ma fausse participation était numéro 1 avec beaucoup d'avance et qu'un maximum de potentiels participants allaient la voir. Donc cool, on a réussi, bah c'est super. Bah non, parce que là on est le 3 mars et on doit tenir jusqu'au 24 mars. Faut raconter l'histoire du petit youtubeur qui combat la multinationale. Voyons un peu comme PewDiePie entretient l'enjeu. I don't like your T-Series. This is not good enough. T-Series is taking over. Red alert. Red alert. It doesn't matter what I upload at this point, does it? Well, I bet T-Series doesn't have an 80 million subscriber merch jacket. Now, they got a taste of what it means to be #1. That's all you're ever gonna get, T-Series. I know, you're crying right now. I know you are. But subscribe to T-Series YouTube channel and make India proud. Well, getting a little bit desperate, are we? T-Series is the biggest database of all. I thought I was gonna say biggest YouTuber, but no. Donc vous l'avez compris, après la sortie de la première vidéo, il fallait que j'improvise un peu suivant tout ce qui se passe pendant environ 3 semaines. À chaque fois que la sauce redescendait, il fallait que je relance le mouvement, quoi. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé vos réactions et j'ai cherché comment rebondir. Je vous ai observé. Et parmi tout ce que j'ai vu, ce qui m'a le plus surpris, c'est qu'il y avait des gens qui pensaient que je participais réellement et que je pouvais gagner. Et j'ai même vu que le chef Otaku, dont on parlera plus tard, a eu le même phénomène avec sa fausse participation. Mais il y en a, ils ont cru, il participe vraiment, le chef, au Fanta XU3 ? Non, évidemment que non. En observant bien tout ça, je me suis rendu compte qu'évidemment, la grande majorité comprenait le troll et le message, mais pensait qu'on pouvait obliger Fanta à me faire gagner si jamais la vidéo était la plus vue. Sauf que si on va sur le site du Fanta XU3 et qu'on cherche les critères de sélection, tout ce qu'on trouve c'est un jury composé des coachs précités et d'une équipe interne de la marque Fanta sélectionneront les 12 vidéos les plus créatives, drôles et originales afin de former 4 équipes de 3 personnes. Donc c'est totalement subjectif, ils font tout ce qu'ils veulent, ils sont pas cons non plus. Et du coup, voici un peu mon hypothèse. Le truc c'est qu'on peut avoir entendu parler du Fanta XU3, mais si t'es pas un participant, tu connais pas forcément les règles dans les détails parce que tu t'en fous. Et vu qu'il faut participer sous forme de vidéo et que dans l'inconscient collectif, quoi qu'on fasse, la valeur d'une vidéo, on l'attribue souvent à son nombre de vues, bah je pense que beaucoup se sont simplement dit, bah ouais, pour gagner, il faut être la vidéo la plus vue, quoi. Le fait de vous lancer le challenge d'être la vidéo la plus vue du Fanta XU3 a dû vous confirmer cette impression que pour gagner, il faut être le plus vu. Alors que pour moi, c'était juste pour sensibiliser le plus grand nombre possible. Et il semblerait que le chef Otaku croyait aussi qu'en étant la vidéo la plus vue, on pouvait gagner. Parce que normalement, dans le concours, hein, si j'ai bien compris, c'est les vidéos les plus vues ou les plus partagées sur les réseaux sociaux qui sont présélectionnées pour le truc. Et du coup, tout ça, c'était vraiment génial pour la suite, évidemment. Niveau divertissement, j'ai de quoi raconter des trucs grâce au troll du faux participant, en entretenant la confusion, en créant des faux versus avec les autres participants. Et niveau cause, l'enjeu augmente si les gens croient qu'on peut vraiment obliger Fanta à me faire gagner. Du coup, vous participez davantage à faire des vues et ça sensibilise plus de personnes. À partir de là, j'ai testé un peu sur Twitter jusqu'à pousser le concept une semaine plus tard dans la deuxième vidéo. Et en gros, si vous l'avez pas vu, je réagis aux vidéos de mes concurrents du Fanta XU qui étaient aussi des faux participants et puis il y a des mèmes comme prétexte à continuer à critiquer en fait Fanta. Alors que ma vidéo est clairement la meilleure vidéo de participation au Fanta XU. Vous avez été nombreux à le dire. Malgré ça partage pas assez. Et je vous rappelle que c'est ça les règles, hein. C'est comme ça qu'on gagne au Fanta XU. C'est celui qui aura fait le plus de vues sur sa vidéo et à la fin, celui qui a le plus de vues devient l'empereur de Fanta.
Je me souviens plus des... je me souviens plus des règles, attends. Et ça a refait pas mal de vues sur la première, en fait. Du coup, c'était bien, ça a relancé pendant plusieurs jours, mais après, j'ai vu que les fausses participations que je regardais dans ma vidéo n'allaient pas me dépasser et je commençais à manquer d'idées pour continuer à entretenir l'enjeu. Et là, le chef, il a balancé sa fausse participation au FantaXU sur sa chaîne à plus ou moins 600K. Évidemment, vous êtes beaucoup à m'avoir prévenu avant même que je vois la vidéo, du coup, j'ai fait un tweet pour officialiser le combat. Et là, il s'est passé un truc très intéressant, le choix d'un camp. Je me dis, c'est bon, en 2 jours, on est dépassé, je vais pouvoir observer la réaction de la défaite, ça va être sympa. Et là, au niveau de la tribu, il y a eu ceux qui abandonnent, hein, mais il y a aussi eu ceux qui me défendent, ceux qui me motivent, ceux qui m'encouragent. Il y a eu tout un mouvement de regarder la vidéo en boucle qui s'est installé, et les jours passaient, et on tenait, quoi, et je m'y attendais pas à ça. Plus la participation du chef Otaku faisait des vues, plus la mienne en faisait. En plus, vous avez tellement spammé le chef avec la phrase un créatif a clairement la meilleure vidéo de participation au FantaXU 3. Et lui, forcément, suivait pas mon truc et me connaît pas, bah a pris la remarque au premier degré, c'est normal. Bon, y'en a qui me disent, ouais, mais la vidéo d'un créatif, elle était mieux. Je te dis non. Voilà, j'ai pas juste filmé une canette. Moi, j'étais cinglant, moi, j'appuie là où ça fait mal. Et tout le monde me dit, ouais, créatif est meilleur. Non, elle n'est pas meilleure. Et voilà, et on a tenu du début à la fin de la sélection du FantaXU 3, on a été la vidéo la plus vue. Vous êtes incroyable, la tribu. Non, en vrai, vraiment, votre soutien était vraiment assez fou. Il y avait des trucs qui moi-même me surprenaient, auxquels je m'attendais pas, et c'était réellement super cool, en fait. Mais pour revenir au premier degré et au vrai combat, bah ça a fait que normalement la grande majorité des potentiels participants au FantaXU ont vu la vidéo d'une façon ou d'une autre et après ont décidé de participer ou non, mais au moins de manière consciente. Et à vue de nez, d'après ce que j'ai vu entendu, il semble avoir eu beaucoup moins de participation cette année. Après bon bah c'est un peu compliqué de mesurer vraiment. Alors je pense que c'est surtout à cause de l'image qui se sont données à la dernière édition l'année dernière. Mais peut-être que notre campagne de prévention a quand même eu un petit effet là-dedans, hein, qui sait. Mais maintenant on arrive au plus important, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce que je viens de vous expliquer ? Ce qu'on peut conclure, c'est que le marketing, c'est évidemment pas seulement présent chez les marques et que PewDiePie est un aussi bon marketeur qu'entertainer. On a pu plus ou moins vérifier que la stratégie du duel augmentait considérablement l'engagement de la communauté et par extension la visibilité du combattant. Et le truc, c'est que plus le combat dure dans le temps, plus les gens sont engagés et plus on peut leur demander des choses de plus en plus conséquentes. Et ça, c'est à cause de plusieurs principes. Alors déjà, quand vous lisez ensemble Trop long le game et que vous partagez la vidéo, vous faites ce qu'on appelle un acte de soumission librement consenti. C'est-à-dire que vous avez l'impression que c'est votre choix, mais en gros, la vidéo vous a amené à le faire. À partir de là, vous avez rejoint le combat et il sera déjà difficile de pas faire l'action suivante à cause de ce qu'on appelle l'effet de gel. Le principe, c'est que quand on fait une petite action dans un sens, on est gelé et on a plus de chances de faire une autre action dans ce sens. On rentre dans ce qu'on appelle l'escalade de l'engagement. C'est-à-dire qu'on va prendre nos décisions surtout dans l'optique de valider la précédente. Et même si au fond de nous, quelque part, on va commencer à penser que ça commence à plus avoir de sens ou qu'on a plus très envie, etc., bah on va avoir tendance à continuer. Bref, c'est ça le secret de la stratégie qu'on a vu aujourd'hui, à enfermer de plus en plus la tribu dans un combat de plus en plus intense. Alors c'est cool parce que les motivations de PewDiePie, elles sont tout à fait saines. Et les miennes avec le FantaXU aussi, c'était sensibiliser tout en faisant un bon délire et aussi faire la vidéo que vous regardez en ce moment. Mais par contre, imaginez si mes motivations avaient été malveillantes, que ce soit envers vous, ma tribu, ou la tribu adverse. Parce qu'en fait, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est les mêmes procédés que va utiliser quelqu'un pour rassembler des gens pour cyberharceler une communauté, par exemple. Et quand j'ai parasité un peu les règles du FantaXU, bah c'est sur la même approche que fonctionnent les fake news. En vrai, ce qui est important, c'est les motivations et les objectifs de la tribu et son meneur. On peut rassembler une tribu autour d'une même passion, mais aussi d'une même haine. Donc faites attention à ce que le meneur de votre tribu soit le héros, et pas le méchant. Parce qu'un meneur et sa tribu sont capables du meilleur comme du pire. Tout dépend de l'histoire qu'on décide d'écrire. Ok, j'arrête, vous avez compris. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous invite à la partager si le message vous semble important ou tout simplement si elle vous a plu. Si vous l'avez vraiment apprécié, vous pouvez même soutenir la chaîne financièrement en allant sur mon lien Utip qui est dans la description. Bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait, en activant la petite cloche, hein, évidemment, pour être notifié, tout ça. Ah oui, j'aimerais beaucoup vous me raconter dans les commentaires comment vous avez vécu de votre côté cette saga FantaXU, si jamais vous l'avez vécu, parce que peut-être que vous découvrez tout maintenant. Un grand merci à Al236 d'avoir prêté sa voix ultra stylée pour l'intro de cette vidéo. Et un gros merci à Chronomusic qui a créé toute la nouvelle identité sonore de la chaîne que vous avez entendue pendant cette vidéo et qui restera pendant les prochaines. Allez voir chacun leur chaîne dans la description si vous ne connaissez pas, ce sont deux personnes tout à fait talentueuses. Ah oui, et n'oubliez pas que j'ai peut-être tout improvisé au fur et à mesure et que j'ai fait cette vidéo aujourd'hui dans le but de faire croire que tout était prévu depuis le début parce que j'ai la haine d'avoir perdu le FantaXU. Mais ça vous ne le saurez jamais. Allez, c'était un créatif, gros bisous.